Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'avoir choisi le journal de Trade Télévision. Voici les titres de cette édition. Depuis 2018, chaque année, certains clubs sportifs sont confrontés à la même difficulté, obtenir des créneaux horaires dans des infrastructures pour la pratique de leur discipline. Une problématique qui touche les disciplines spécialisées, mais aussi grand public, comme la natation. Il est l'instigateur du label Génération 2024 lancé à l'occasion des JO. Le vice-recteur s'est rendu ce matin à l'école de la mission où la promotion du sport et de la santé est très présente. Wear It Purple Day, un jour qui célèbre en Australie les diversités des sexualités. Chaque dernier vendredi du mois d'août en Australie, cette année, le mouvement a été suivi au Fénois. Vous le verrez dans ce journal. Le 53e Forum des îles du Pacifique s'est achevé hier soir à Tonga. Pêche, communication, résilience ou encore lutte contre les maladies non transmissibles et bien d'autres sujets auront été au centre des discussions. Nous ferons le point Nuku'alofa avec notre envoyé spécial Mike Liral dans cette édition. Certaines associations sportives du Fénois sont en mal d'infrastructures. Depuis 2018, chaque année, certains clubs sportifs sur le territoire sont confrontés à la même problématique, obtenir des créneaux horaires en salle ou dans des infrastructures donc adaptées à la pratique de leur discipline. Le reportage de Léa Agandon. Ils ne sont pas reconnus au même titre que les clubs de football ou de VAR dans le paysage sportif polynésien et pourtant, ils ne déméritent pas. Tony et son équipe œuvrent depuis 2018 à faire connaître le roller hockey sur le territoire. Chaque année, ils sont confrontés à la même problématique, obtenir des créneaux en salle pour la pratique de leur discipline. Pour l'instant, nous nous contentons et nous en sommes déjà très ravis d'être ici sur le plateau pour pouvoir faire du hockey, mais c'est plutôt du street hockey, donc une pratique qui est un peu connexe, un peu moins raffinée, on joue moins en finesse, on peut moins évoluer avec ce type de revêtement qu'avec évidemment le revêtement qui va bien. Aujourd'hui, plus de 350 jeunes ont déjà été initiés à ce sport d'équipe et pourtant. Toute la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on nous dit qu'on est une trop petite fédération pour pouvoir faire partie du paysage sportif. Mais d'un autre côté, on ne donne pas la possibilité aux petites fédérations de devenir grandes. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue et j'espère qu'on y arrivera quand même malgré l'absence de créneaux salles actuellement. Même son de cloche pour les nageurs sur la question des créneaux. Malgré une fédération installée depuis 50 ans, avec 10 clubs et 4000 licenciés, s'entraîner nécessite toute une organisation à l'aube des Jeux du Pacifique 2027. Chaque créneau est discuté âprement entre les clubs de la natation. Il faut savoir aussi qu'il y a le triathlon, il y a l'apnée, il y a d'autres associations, il n'y a pas que la natation sportive. Tahiti compte 3 bassins. Ici, à Tiperui, la fédération estime que les entraînements ne se font pas dans les meilleures conditions. Elle bouge, elle est un peu tordue, il y a des petits problèmes de pompe. Quand on arrive et qu'on ne sait pas si ça va être ouvert ou on se blesse parce que le carrelage il est mal fait, forcément les gens on a moins envie d'y venir, quoi. Pour d'autres disciplines, la situation est encore plus contraignante. Malgré une centaine de licenciés, tout s'arrête en 2012 pour le paintball, le jour où les terrains de Maïna, Papara, Punauia et Mataya leur sont retirés par les mairies. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, on va dire. C'était vraiment un coup dur. Moi, je vais dire que les gens, il y en a, dès qu'on nous a retiré les terrains, ils ont abandonné l'idée de faire du paintball encore une fois. À cette époque, la fédération organisait 4 à 5 championnats par an. En 2022, les quelques équipiers restants connaissent un énième coup dur. On avait un petit espace pour pouvoir pratiquer sur la Punaru, mais on a dû rendre l'endroit à la mairie, quoi. Donc là, en ce moment, on est à la recherche d'un terrain pour pouvoir pratiquer l'activité encore une fois, quoi. Malgré cette situation, Ralph Tsing ne se décourage pas. Il a décidé de continuer à participer à des compétitions à l'étranger. Le ministère dirigé par Nahema Temar veut scinder en 2 entités la direction de la jeunesse et des sports. Objectif, créer une nouvelle direction dédiée à la jeunesse pour plus d'efficacité. Ce matin, le gouvernement et le mouvement associatif se sont réunis à la présidence pour boucler le plan d'action. Les détails dans ce reportage d'Oriano Tefao et Naya Bennett. Aujourd'hui, 35% de la population polynésienne a moins de 20 ans. Pour mieux structurer le secteur de la jeunesse, le ministère met en place un nouveau schéma directeur dédié.
Ce matin, les partenaires du gouvernement, les services de l'État et des communes, le mouvement associatif et les confessions religieuses se concertent sur ce plan d'action. Et l'idée, c'est que le ministère de la Jeunesse ne ponde pas un schéma directeur tout seul dans son bureau. Voilà, nous, on a vraiment adopté une démarche participative. On a mené beaucoup de consultations dans les archipels, mais pas que, avec les professionnels sur des thématiques, l'emploi, l'éducation, la culture, l'identité. On a vraiment opéré plus d'une quarantaine de consultations pour collecter des propositions d'action concrètes pour les jeunes et on vient discuter de ces propositions d'action collectées sur le terrain avec nos partenaires. C'est pour plus d'efficacité que le ministère veut restructurer ses services de la jeunesse, faire de la direction de la jeunesse et des sports et de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse une seule entité. Et cette direction de la jeunesse, ça va nous permettre de mettre en place plus d'actions de proximité, plus de projets en faveur des jeunes et même de mieux les informer, les parents, les jeunes eux-mêmes, les jeunes adultes sur l'ensemble des aides qui existent en leur faveur. Je parle de mobilité, de continuité territoriale, pas mal de choses finalement qui sont mises en place par le gouvernement ou ses partenaires pour les jeunes. Pour les associations présentes, c'est une satisfaction. Elles se sentent entendues et sont ravies de participer à l'élaboration de ce schéma directeur. Enfin, nous avons un schéma directeur pour la jeunesse et dans lequel on voit que tout est complémentaire. On parle du social, on parle du sport, on parle de la santé, on parle de la culture. C'est un dossier vaste, la jeunesse. Les associations de jeunesse sont les thermomètres des quartiers de nos familles en difficulté. Les associations de jeunesse, quand ils sont mobilisés dans les centres aérés, plus particulièrement sur les camps ados, c'est une mobilisation H24, 7 jours sur 7. Quand nous partons en mission, nous n'avons pas d'indemnité de mission. C'est du bénévolat et il n'y a que sur cette façon de faire et sur cet état d'esprit que notre pays pourra mieux se porter demain. Le futur schéma directeur est attendu pour le mois de février 2025. C'est une première. Le vice-recteur s'est rendu ce matin à l'école privée catholique de la Mission. Ce n'est pas un hasard. Thierry Théré avait occupé les fonctions de délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Et il est l'instigateur du label Génération 2024, dont l'école détient le label Argent. Un label qui vise à développer les liens entre l'école et le mouvement sportif, comme nous le montre Esther Parocordette. C'est déjà la préparation du cross scolaire d'octobre à la Mission. Tandis que les uns courent, les autres marquent le ton. Myron aussi est assigné à calculer les performances de ses camarades. Cet élève de CM2 a gagné tous les crosses depuis la classe de CE1. Son terrain d'entraînement se trouve dans la cour, sous le préau et chez lui. Aussi à la maison, j'ai beaucoup vu qu'on a une ponte. J'ai beaucoup travaillé ma vitesse et l'endurance. Et ici aussi, pendant les récrés, j'ai couru pour m'entraîner jusqu'au cross. Ces élèves ne s'entraînent pas seulement à l'école et à la maison. Natation, football, rugby, basket, voile, surf ou encore tout Aromaohi, sport traditionnel, les équipes pédagogiques s'efforcent depuis des années d'initier leurs élèves à un maximum d'activités sportives en partenariat avec les clubs et les fédérations. L'école catholique a été récompensée du label Argent Génération 2024 pour sa politique de santé. Alors c'est un ensemble d'activités, l'activité physique sportive, mais pas que. Il y a également l'éducation à l'alimentation, il y a également toute cette partie d'activités interdisciplinaires, à savoir on va également prendre conscience ce qu'on mange à table, c'est important également. Les classes de CE1 au CM2 et leurs enseignants se dépensent sous l'œil aguerri du vice-recteur. Aussi sur les valeurs comme coopérer ensemble. L'ancien délégué ministériel historien du sport a créé le label Génération 2024 pour les établissements scolaires et universitaires lorsque Paris a obtenu les Jeux olympiques en 2017. Son programme national d'aide pour pratiquer différents sports a profité à de nombreux établissements en Polynésie. En Polynésie, il y a plus de 140 écoles, collèges, lycées ou autres établissements labellisés Génération 2024. C'est considérable. En pourcentage, on est quasiment à 60%, l'un des plus forts pourcentages de toute la France. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté des équipes enseignantes et une vraie réponse favorable, positive des familles et des enfants
pour entrer dans l'activité physique et en faire une forme de culture du quotidien. Ça, c'est très très fort. Mais avec les Jeux Olympiques, le label Génération 2024 s'arrête. Les Jeux du Pacifique 2027 devraient relancer ce dispositif pour maintenir la dynamique créée depuis plusieurs années en Polynésie. Ce vendredi est une journée annuelle de sensibilisation LGBTQIA+, le Wear It Purple Day. L'événement n'avait encore jamais été célébré au Fénois. Pour l'occasion, des membres de la communauté et des représentants des institutions du pays se sont réunis à la vice-présidence. Emma Mathieu était sur place. L'initiative a été lancée en 2010 après le suicide de jeunes LGBTQIA+, victimes d'intimidation et de harcèlement. Depuis, Wear It Purple est devenu un symbole de soutien et de solidarité célébré chaque dernier vendredi du mois d'août en Australie. Pour la première fois, ce mouvement fait écho en Polynésie. L'objectif de la journée Wear It Purple Day, c'est de lutter contre l'abus, souligner la diversité dans la sexualité de la communauté. C'est une chose importante pour le gouvernement polynésien et aussi pour le gouvernement australien. C'est pourquoi on a travaillé ensemble pour élever la situation. Bien que le gouvernement polynésien se dise très sensible à cette cause, beaucoup de progrès restent à accomplir pour briser les tabous au sein de notre société. L'une des solutions pour faire évoluer les mentalités est d'intensifier la sensibilisation en milieu scolaire. On a constaté qu'il y a eu des suicides en milieu scolaire, notamment dans les îles, et on est très inquiet à ce niveau-là. Au niveau de la commission de l'éducation et jeunesse et sport, on va se rapprocher notamment de SOS Suicide. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi sensibiliser nos surveillants dans les internats et tous ceux qui sont dans le milieu scolaire au risque de harcèlement. Le pays a été sollicité pour créer un centre d'hébergement d'urgence, un projet auquel la ministre en charge des solidarités se dit très favorable. Et en bref, la préparation et la livraison de marchandises a repris ce matin pour la centaine de salariés des sociétés Brasserie du Pacifique et Pacific Drink installées à Roué. Après 10 jours de grève, un protocole d'accord a en effet été signé hier matin à BRAPAC. Que retenir donc du 53e Forum des îles du Pacifique, ce sommet politique annuel qui s'est achevé hier soir à Tonga. Il a été question de pêche, de communication, de résilience ou encore de lutte contre les maladies non transmissibles parmi bien d'autres sujets. Le point à Nuku'alofa avec notre envoyé spécial Mike Liral en compagnie du président Moetai Broderson. Oui, le Forum des îles du Pacifique s'achève avec une mise en garde mondiale adressée donc à la planète par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la montée des eaux, mais aussi un dossier calédonien, la crise calédonienne, qui a concentré l'ensemble des discussions autour du Forum. Je vous propose d'en parler notamment avec le président Moetai Broderson. Bonsoir. Yorana. Sur cette mission d'information qui est prévue sur le Caillou, qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut changer sur place ? Écoutez, d'abord, elle apportera une perspective régionale sur ce qui se passe en Calédonie et plus simplement cette espèce de dialogue de sourds bilatéral auquel on a assisté depuis quelques mois. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut remercier l'État d'avoir accepté le principe de cette mission et remercier également donc, le gouvernement calédonien qui se propose d'en être co-organisateur. Mais vous pensez que ça peut avoir une vraie influence sur la résolution de la crise ? Je pense que la Troïka ne se déplace pas pour faire du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde ici a pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité finalement de trouver une porte de sortie qui soit honorable et qui permette à nouveau à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans une perspective à la fois de développement et d'harmonie. C'est important d'abord pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi important pour la région, puisque vous le savez, dans le cadre des discussions qu'on a eues, il a été question de sécurité et de paix dans la région. Autre annonce importante lors du communiqué final du forum, c'est l'intégration des Samoa américaines et de Guam dans les discussions et comme membres observateurs du forum. Alors on sait qu'il y a quelques craintes, qui est les États-Unis qui soient un petit peu informés parce que ce sont des pays qui sont proches des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je pense qu'on était exactement dans la même situation que Guam et les Samoa américaines il y a quelques années, avant que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie deviennent full member. C'est un débat qui a déjà eu lieu. Ce qui a été accepté pour des territoires français, il n'y a aucune raison réglementaire, statutaire, par rapport au règlement du forum de le refuser à des territoires américains. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu ces deux adhésions. Avec une petite réserve quand même, un changement peut-être de règles sur les membres observateurs ou les membres associés. Alors, cette réserve, elle n'est pas spécifique à ces deux demandes. C'est une demande donc, de révision du règlement intérieur, on va dire, qui a été demandée de longue date. Depuis Rarotonga, déjà, cette demande avait été formulée. C'est une évolution qui va se faire. Évidemment, c'est deux nouveaux membres, mais également les membres existants devront s'adapter à ces nouvelles règles. Il y a un autre thème majeur qui a été beaucoup abordé au forum, c'est l'exploitation des ressources marines des profondeurs. On sait qu'il y a des opinions qui restent divergentes, vous nous l'avez dit en début de forum, et on a vu quand même qu'au dernier jour du forum, à la table de présentation du communiqué, eh bien, il y avait trois nations finalement, trois premiers ministres ou anciens premiers ministres qui représentaient des pays très favorables à l'exploitation des ressources marines, donc Nauru, Cook et Tonga. Est-ce que finalement il n'y a pas une crainte à avoir pour les écologistes notamment que ce processus soit inéluctable et que de toute façon il y ait des pays dans le Pacifique qui finissent par exploiter les mines sous-marines? Non, je ne pense pas. La présence de ces trois personnalités était normale puisqu'on avait le chair sortant du forum, le chair actuel et le secrétaire général du forum. Donc c'était ces trois entités qui étaient représentées et pas des nations favorables au deep sea mining. D'accord, donc pour vous, ça ne peut pas évoluer dans le mauvais sens dans les années qui viennent? Écoutez, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, la position de la Polynésie française est très claire. Pas d'exploitation, de l'exploration à des fins scientifiques pour mieux connaître le vivant, oui, pour mieux le protéger, oui, mais pas d'exploitation. Qu'est-ce que vous retenez, vous, pour la Polynésie de ce forum? Quelle est la mesure majeure ou l'annonce majeure peut-être qui peut concerner la Polynésie? Alors, il n'y a pas d'annonce majeure concernant la Polynésie. C'est justement un des sujets pour moi d'interrogation. C'est qu'on voit au fil des ans un certain nombre de dispositifs se mettre en place dans le forum auxquels nous n'avons pas accès. De par notre statut de collectivité française ou de par, on va dire, notre classification économique. Et pourtant, ce sont parfois des entités qui pourraient être intéressantes pour nous. Je vais prendre, pour exemple, le Fonds de résilience pacifique auquel nous pouvons contribuer, mais pour l'instant, je crois que nous ne pouvons pas en bénéficier. Donc c'est pour moi une source d'interrogation qu'on va travailler ces sujets et on va revenir au prochain forum avec peut-être des demandes plus précises. Merci Monsieur le Président, et voilà, ainsi s'achève ce forum des îles du Pacifique ici à Tonga. L'an prochain, ce sera au Salomon que les leaders vont se retrouver, mais un petit peu avant, probablement en juin, ils se retrouveront au sommet de Nice de protection des océans. Et dans leur communiqué final, les membres de cette alliance de 18 îles ont réaffirmé la validité de l'accord qui permet depuis 1992 à Taïwan d'être associé à leurs discussions en tant que partenaire en matière de développement. Ils ont ainsi rejeté les demandes de certains alliés de Pékin de mettre fin à ce statut au grand désarroi de l'envoyé spécial de la Chine pour ce forum. Et pour refermer ce journal, je vous propose de retourner à Tongatapu où s'est tenue la cérémonie de fermeture du 53e Forum des îles du Pacifique. Le président Moitai Broderson était à la table d'honneur en compagnie du prince héritier du royaume des Tonga, Tupoutoa Ulukalala, avec tous les leaders et l'ensemble de toutes les délégations qui ont assisté à un spectacle de chants et danses que je vous laisse apprécier en vous souhaitant une excellente soirée sur Télévision.